Salut! Alors, bienvenue dans cette vidéo qui est en fait le film de nos vacances. On va parler un peu, enfin, surtout voir des images inédites, sans montage et sans trucage. Ça, par contre, ça va être très très bien. Le film complet de ces 12 jours de road trip en Espagne, des images sur les attractions artistiques, culturelles de l'Espagne, vous fait visiter donc le musée Guggenheim de Bilbao, musée d'art contemporain, avec actuellement donc sur l'année 2022 une exposition rétrospective de l'automobile, de ses débuts jusqu'à aujourd'hui et pour le futur. Ensuite, on fait un petit tour en tuk-tuk de Madrid. Ça, c'était super génial. Très intéressant. En 1h30, on connaît un peu plus de cette grande ville, cette grande capitale, très riche culturellement. Et Grenade, l'Alhambra, magique, magnifique, un passé historique énorme, énorme. Enfin, on va vous laisser voir tout ça. En même temps, on va parler un peu des adaptations, des adaptations PMR, personnes à mobilité réduite, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Et c'est donc sur les hôtels, sur les villes. L'Espagne est très très avant-gardiste par rapport à nous. On a vraiment, nous Français, enfin en France, on a beaucoup de retard. On trouve pas mal de surprises aussi. Donc avec la réservation via Booking, pour ne pas le citer, en sélectionnant établissements adaptés aux personnes à mobilité réduite, ben, on se retrouve dans des petites surprises où ce n'est pas du tout adapté. Bref, donc voilà, vous pourrez voir tout ça. Allez, je vous laisse regarder et puis on se retrouve à la fin du film pour faire le bilan de ce voyage. À de suite. Donc il est 6h du matin lorsqu'on a fini de charger le coffre de la voiture. Ça a été un véhicule spécialement choisi pour son volume de coffre. Effectivement, il fallait absolument rentrer mon fauteuil et tout mon matériel médical. Ça y est, on est prêt à partir. Eh bien, on est prêt à partir. La voiture est chargée. Mais c'est dur le matin quand même. Allez, on y va. Salut. Et en plus, les bagages pour 4 personnes pour 12 jours de voyage. Ah, il en faut de la place. Hein. Donc, si vous voulez voir le choix du véhicule, regardez le petit lien en haut. Je vous mets un petit lien en haut. On a effectué 3000 km à peu près à bord de cette voiture. C'est une Mercedes CLA Shooting Brake qui a été très confortable, parfait pour ce voyage. On donne à boire à la voiture. Ça va coûter cher. Allez, le soleil se lève, on est sur l'autoroute en direction de Toulouse et ensuite Biarritz. Le chauffeur du week-end, des vacances. Papy en voiture. Papy dans un Merco. Ça va Nancy? Hein? Et quand on s'arrête, Vous avez de la place derrière? impeccable. Ouais. Ça va, Roger. Tout est bon? Tout est bon. Bon. C'est pas la place que tu regardes. On est parti pour Biarritz.
à Biarritz, ça y est. Allez, on va passer un petit repas. Moi, j'y vois rien. Premier pas de logo en descente. Tu le vois là, le monde avec les... La ville de San Sebastián est implantée dans le golfe de Gascogne au Pays basque espagnol. C'est une région montagneuse. Vous pouvez découvrir donc la plage de la Concha, qui est très connue. Elle est longée d'une promenade pittoresque tout au bord de la mer, ainsi que de restaurants de renommée mondiale. Dans sa vieille ville, des boutiques haut de gamme côtoient des bars à pinsto, animés, mariant vins locaux et bouchées de spécialités régionales. Tout un programme. Alors voilà, nous sommes au deuxième jour, nous sommes à San Sebastián, sur la côte basque espagnole. Hier, nous avons fait 6 heures de route. Première petite pause à Biarritz, avec un petit repas sur le quai des pêcheurs à Biarritz. Très sympathique, un peu touristique, très sympathique, devant des petits bateaux de pêcheurs et l'Atlantique. Ensuite, nous sommes arrivés en fin d'après-midi sur San Sebastián avec la prise en main de notre logement, dont je vous montrerai là, des images tout à l'heure. Une guest house, vraiment très, très chouette. Et ensuite, nous sommes allés
à pied visiter un peu les alentours de San Sebastián, donc la corniche avec la plage, et ensuite le vieux San Sebastián où nous sommes allés manger des pincho pour cette première soirée dans un endroit très très chouette, bonne ambiance, vraiment bien, très très bien. Allez, pour aujourd'hui, ça va être découverte de San Sebastián et puis surprise. Salut. J'ai un joli profil, il m'a pris bon profil, je suis contente. Ah bah tu vois. Un super beau profil. On a tout bouillé la salle de bain, tout est trempé, tiens. Ah ouais, bien. Ah, la montre. Regarde, il a bouillé une vidéo, c'est montré sur la première. Petit bain de soleil dans le jardin privatif du Guest House. Les passages sont complètement adaptés pour les PMR, rampes d'accès qui vont directement aux plages. Sí, sí, sí. Vale, vale. Venga, hasta ahora. Donc la rampe d'accès, l'accès sous le souterrain qui amène à l'ascenseur qui est juste ici. Qui est juste ici.
Et ensuite, une corniche, une promenade complètement plane et adaptée. Ah, ça c'est l'heure de l'apéro, c'est midi. Je l'avais dit. Espina de la corona, espina. Vamos a ver. Vale una espina de la corona. Une cathédrale transformée en habitation. Le vieux quartier des pêcheurs de San Sebastián. Nous reprenons la route en direction de Bilbao. 40 minutes séparent les deux villes par l'autoroute.
passer à la promenade au bord de la rivière par ascenseur extérieur aux heures d'ouverture du musée. Le musée Guggenheim est un musée d'art moderne, créé en 1997 par l'architecte américano-canadien Frank Gehry. Alors, on n'a pas le droit de se regarder la tête. Allez, tu filmes ma gueule. Armand est pas là. Attention. Ouais. Elle est pas là. Elle est pas là. Elle est partie. Elle s'est barrée. Elle a pris les jambes à son cou et elle est partie. C'est le deuxième musée de la fondation Solomon R. Guggenheim, dont le premier bâtiment se trouve à New York. Il est constitué de titane, de verre et de pierre. Sa construction fut décidée par le gouvernement basque pour permettre de redynamiser Bilbao, qui subissait un déclin économique dû à la reconversion de l'industrie de la ville. Pour découvrir le musée, je vous mets un petit lien là-haut, au-dessus. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors c'est depuis l'appartement, le Bilbao Centric Apartment de Bilbao, sur la côte basque espagnole, que je vous parle. Nous sommes actuellement arrivés, voilà, sur notre deuxième étape de notre road trip espagnol. La première chambre qui donne vue sur la rue. Il y a des dosettes? Oui, elle a vu. Elle a vu celle aussi. Ouais, j'ai vu. Moi, je t'applique. Moi aussi. Parfait. Impeccable. On va être bien là. C'est parfaitement parfait. C'est très très bien. La petite cuisine. Il y a 4 chaises. Ah, ça a été pas mal sur la film. Ça aurait été bien pour la vidéo. Ça faisait Game of Thrones. Et la salle de bain PMR. Et une vraie salle de bain PMR. Enfin. Enfin, ouais. Donc avec le fauteuil de douche. Ah, bah voilà. Ici. Avec les toilettes, les barres de levage. T'as fini de faire pipi? Bien isolé, l'épaisseur des portes. C'est bon, tu peux rentrer. Elle a fini de faire pipi. Le petit patio. Qu'on peut allumer.
On doit y être. C'est pas grave, hein. Je m'en fiche. C'est très très sympa. Ah, tu vois, on va pouvoir ranger, c'est bien. On va ranger nos affaires. C'est fraîche, hein? Si. Bilbao se trouve à 14 km de la mer, située au fond d'un estuaire. La ville fut créée en 1300, mais l'on a trouvé des traces de peuplement, dont un village et un port datant de plus de 2000 ans. T'as filmé, ça arrête. Non, non, c'est pas. Un mélange de moderne et d'ancien. Un mélange de contemporain et d'ancien. Pas au pied. Ah ouais, ça c'est vraiment spécial. Mais c'est quoi ça, Lilo? C'est une pâte, c'est un spaghetti. C'est un spaghetti, je te jure, c'est un goût de pâte. C'est un goût de pâte. On n'a pas le goût. Non, c'est pas un goût spécial. Mais non, mais c'était dur. C'est du calamar. Calme un peu. Laisse le bras, lève le bras.
On fait une photo à 4, hein. Bouge pas, j'arrive. Vas-y, restez groupés. C'est désagréable avec toi. Nul. Michel, déjà tu peux dormir dans l'appartement à 7 heures. Tu dors pas sur le palier. Bilbao regorge de petits bars, de petits restaurants cachés et ça mérite vraiment à être découvert. C'est génial ces vitrines. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour vous abonner et ainsi qu'à faire un petit commentaire pour vous encourager. Ça fait toujours plaisir. Nous voilà une fois de plus sur la route où 400 km nous séparent pour arriver sur notre troisième étape, Madrid. Ça sent bon, hein? Ah, ça me fait 20 PMR, ça y a pas de souci. Magnifique. Tu m'étonnes, c'était bien là les jeunes.
Il y a même la chaise. Non, j'ai même pas besoin de... J'avais dit, j'ai pas besoin. Elle avait faim. Ok. Gracias. Allez, ouais, je viens t'aider. Ouais, si tu veux. Madrid est une ville qui se mérite. Capitale et la plus grande ville d'Espagne. Elle est le cœur économique avec Barcelone. Son centre historique a été construite sur l'ancienne Médina, fondée en 932 par l'émir arabe Mohamed Ier. Au cours du XIIIe siècle, la ville se développe avec la construction de plusieurs édifices religieux ainsi que de grandes maisons. Plaza Mayor, Madrid. La place Mayor fut créée, elle, au XVIIe siècle. Lolo a commandé un verre de vin. Un vino tinto. Bon, c'est gentil, mais... Un petit gâteau. Madrid possède aussi le plus grand bidonville d'Europe, où vivent entassés plus de 40 000 personnes dans des conditions insalubres. Ah oui, on a pas dit 8h30 le matin, Madrid s'éveille. Tout est très calme. Petit croissant du matin avec un café americano. Jus d'orange frais. Vue sur le palais. Visite de Madrid en tuk-tuk. Bâti Théo les murailles de la ville. Les murailles allaient à peu près par ici, par la droite. Nous sommes en train de rouler sur l'ancienne fossé extérieure défensive de la muraille. Regardez les façades des maisons qui donnent sur la place Mayor. Elles ne sont pas droites, elles s'élargissent vers le bas. C'était construit comme ça pour résister le poids de la place Mayor. À gauche, las Cuevas de Luis Candela, c'est un bon restaurant. Regardez cette arche d'entrée à la place sur les escaliers. À gauche, les portes rouges sont en tableau flamenco. Et après, un autre bon restaurant. À gauche, le restaurant le plus ancien du monde qui soit resté toujours ouvert. Porta. Regardez la porte de 1725. Et c'est un bon restaurant. C'est chouette, non seulement mieux. Ici à droite, il y avait une autre porte de la muraille. Vous voyez cette fois, il y avait là une source d'eau. Est-ce que vous voyez là, cette église à gauche? C'est l'église, la collégiale de Saint-Isidre,
d'eau qui était ici faisait courir l'eau vers la droite. C'est-à-dire que maintenant, nous sommes en train de rouler sur un ancien ruisseau. Il s'appelait le ruisseau de Saint-Pierre. Et il circondait la colline médiévale de ce côté-là, de la gauche. Nous revenons dans la colline. À droite, l'église de Saint-Nicolas. Le toit de la tour est baroque, mais le reste de la tour est du siècle XII. C'est du mudéjar, c'est-à-dire fait par des Arabes qui sont restés en Espagne après la reconquête chrétienne au Moyen-Âge. C'est l'église la plus vieille de Madrid qui soit encore en pied. Et elle fonctionne encore. À gauche, un quartier de l'armée, regardez la devise, tout pour la patrie. À droite, c'est un autre hôtel privé de 1920. Et derrière, le théâtre de l'opéra. Ah, c'est là où on a mangé hier soir. Oui. Alors, ce théâtre de l'opéra a été bâti sur le reste de l'ancienne muraille chrétienne médiévale. C'est-à-dire juste une partie de la muraille est passée par là. On est en plein dedans de la ville médiévale. À droite, le palais royal. Encore à droite, la cathédrale. Vous voyez qu'il y a quelqu'un là dans la voûte. On peut la visiter, mais il faut payer. Mais le reste de la cathédrale est gratuit. Ce palais, est-ce que vous voulez descendre? C'est du siècle XVIII, c'est du néoclassique, mais inspiré du palais de Versailles, puisque tous les deux appartenaient à la même dynastie française, les Bourbons. Notre roi actuel est un Bourbon. Mais il est plus grand que celui de Versailles, 3418 pièces, mais moins de jardins, puisque c'est dans la ville. Mais rassurez-vous, le Louvre est plus grand. Et il est aussi un musée, comme celui-ci. Le roi habite le palais de Zarzuela, qui est au nord-ouest de Madrid. La cathédrale a été commencée à la fin du 19e siècle, mais elle n'a pas été finie qu'à la fin du 20e. C'est pour ça que vous voyez des pierres de différentes couleurs. Est-ce que vous voyez la statue blanche? Je vous mets le petit lien en haut. C'est l'archange Michel. Et les statues noires, c'est les 12 apôtres. Est-ce que vous voyez la forêt qui est à droite? C'était une forêt royale des chasses. Et maintenant, bon, depuis la Deuxième République espagnole en 1931, on l'a fait publique, c'est la maison du champ, la Casa de Campo. Et là, en parc d'attraction, le jardin zoologique et un lac où l'on peut louer le parc gratuit. La cathédrale est de style néogothique. Ça, c'est Espagne. À droite, la compagnie royale des mines de Saint-Cyr. Oui. C'est là où on voulait aller, super. Ces chaussures traditionnelles, des espadrilles, ça, ils doivent être bons et bon marché. C'est ce qu'on disait. Ouais.
là ici. Là, c'est pas la Lolo. C'est pas la Lolo. C'est pas la Lolo. Ouais, parce que... Alors nous voici arrivés à Tolède. Nous sommes à l'hôtel qui donne sur les maisons de maître. Un parking est disponible mais pas d'adaptation pour les PMR. Voilà. Une montée d'escalier qui va au parking. Pas de rampe, très compliqué quand même. Et ensuite une porte tournante ou en fauteuil, c'est un peu compliqué. Ouais, je m'attendais à ce que Tolède soit compliqué, mais là, le début est pas mal. Alors voilà notre chambre. Salle de bain. Avec baignoire. Toilette, bidet. J'avais prévu ma planche de douche demain, heureusement. Parce que là, c'était un peu compliqué. C'est des surprises, des aléas, des locations. Annette est déjà sur le balcon. On a une vue magnifique. Voilà, tous nos sacs sont là. Hop. Donc on a des volets à l'intérieur. Et voici la vue que l'on a sur la campagne de Tolède. Et Tolède dans le fond. Un peu compliqué à aller visiter, mais on va le faire. Allez, c'est parti. La voiture derrière moi? Ouais. Là, il va m'écraser. Non, moi je veux pas. Heureusement que Nat est là pour faire les petites photos. Allez, on a bien cavalé, on a bien monté. On va aller boire une bière maintenant. Allez boire une bière. Pas du tout, on n'est pas du tout dans le coin. Pas du tout dans le coin. Bon, bah, désolé, j'ai rien dit. J'ai un grand sens de l'orientation. Ça dit quoi en bas? Rien du tout. On passe désertique. Donc il y a là-haut alors les... Petite pause à Tolède. Un endroit typique.
très joli. On a découvert des vestiges datant de l'âge de bronze. Cette forteresse naturelle imprenable au bord du Tage y a protégé pendant très longtemps ses habitants et assuré sa prospérité. C'est en 192 avant Jésus-Christ que les Romains fondèrent la ville de Toletum, qui deviendra Tolède, envahie successivement par les barbares, les Wisigoths, les musulmans. Je pense que ça a été classique, hein. Dans le genre, quand j'ai une meilleure pénétration, une douche est moins expansive. C'est pas chimique. Tolède possède un grand nombre de boutiques de damasquinage. Damasquinage est l'art antique d'incruster des fils de métal, or, argent, cuivre, dans de l'acier. Son nom provient de la ville de Damas en Syrie. C'est une technique qui date de l'Antiquité. C'est en 1085 que les chrétiens reprennent aux musulmans la ville et devient alors un centre de traduction réputé et un lieu de rencontre entre les trois religions, chrétiens, juifs et musulmans. C'est entre les XIIe et XVIe siècles, Tolède devient l'une des capitales de Castille et une des plus riches et puissantes villes d'Espagne. Sous l'empereur Charles V, qui en 1561 abandonne Tolède dans ce rôle au profit de Madrid, à l'initiative du roi Philippe II. Non, pourquoi j'ai allumé moi c'est tout. Je ne me sers pas déjà. Ah merde. C'est ce que j'ai dit, je l'ai allumé, je ne me sers pas. Petit voyage à Tolède dans un train climatisé. Pas du tout climatisé. Où il fait bon. Et le brumisateur va arriver bientôt. Brumisateur naturel. Naturel. Oh putain. Oh putain. Je voulais faire un brumisateur naturel. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.
first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Alors nous allons dîner ce soir, ici. Tolède, la nuit. Tout est calme. Et c'est mon tout beau. Vale, pues les cuento. Las marrones, que serían esta y esta, son las de mantequilla de Burgos, ¿vale? Las rojas, esa, ¿ya quieres? Pesto rojo y puré de tomate seco. La marrón primero, ¿vale? Que es más suave, ¿vale? Y la roja, la segunda. ¿Bien? Ok, gracias. C'est quoi? Cacahuètes? La moutarde quoi? Moutarde et agrément à la moutarde. Et c'est quoi que t'as pris? Du loup à la sauce à la cacahuète. Filet de loup à la sauce cacahuète avec des brocolis. Ouais. Non, c'est pas des brocolis, c'est des asperges ça. Non, c'est pas des asperges, c'est des brocolis. C'est des pointes de brocolis. Ce sont des brocolis. Je ne vois pas que des craques. Et voilà l'ange de thon. Voilà. Je sais pas. Nous voilà repartis, direction Grenade, avec une petite pause à Ubeda, une des 3 capitales de l'huile d'olive. Les paysages changent et la température augmente. Il fait exactement le même temps que chez nous, avec beaucoup moins de monde dans les rues. Ubeda, une des 3 villes de la capitale de l'huile d'olive en Espagne. Avec la photo avec la fontaine. Le village de Ubeda est classé au patrimoine de l'UNESCO.
c'est marqué, hein, c'est la vieille bodega de... Des œufs, du jambon et des champignons. Des pâtes comme tomates, salade et la ventrette. Après avoir parcouru 370 km, nous arrivons enfin à Grenade. Cinquième et dernière étape de notre road trip en Espagne, avant le retour et la remontée vers la frontière française par la côte méditerranéenne. La quête de tout voyageur est de faire sa lessive. Donc nous avons pu le faire sur Bilbao, puisque dans l'appartement nous avions une machine à laver. Et ensuite sur Grenade, nous sommes partis à la recherche d'une laverie. Et quelle surprise, elle était même adaptée au PMR, accessible au fauteuil roulant. On termine cette magnifique première journée à Grenade avec une vue sur toute la ville illuminée de nuit, et l'on voit scintiller dans le fond l'Alhambra. Les rues commerçantes de Grenade, avec leurs petites toiles tendues pour faire de l'ombre au centre, typique. Soupe de Grenade. La ville de Grenade s'étend entre plusieurs collines. Elle est façonnée par de multiples cultures, dès l'Antiquité, par les Ibères, Carthaginois et Romains. Elle fut intégrée au royaume Al-Andalus, territoire sous domination musulmane, entre 711 et 1492, où la ville fut reprise par les troupes d'Aragon et de Castille.
lieu culturel et touristique, Grenade abrite notamment le célèbre palais de l'Alhambra, un chef-d'œuvre de l'architecture hispano-arabe inscrit au patrimoine mondial. Alors, on est dans le petit tram à Grenade et on va faire la petite visite sans trop marcher. Avec moi j'essaie d'enlever les écouteurs, mais c'est pas ça. Allez, c'est parti. Il fait 28 degrés et c'est 10 h du matin. Ça va, tout va bien. Faut passer à l'ombre. Voilà. Le petit train touristique de Grenade se prend sous forme de forfait journalier, un jour, 2 jours ou 3 jours. Il est possible de s'arrêter, de descendre aux arrêts que l'on veut. Il permet de faire le tour de la ville et d'être très proche de toutes les attractions touristiques et culturelles ainsi que les lieux de patrimoine de la ville. C'est pas cette porte que je vais pouvoir pénétrer dans l'endroit, c'est l'accès pour les PMR le plus simple, le plus pratique.
la vue de l'Alhambra du côté du Sacramento, quartier gitan, où on a les maisons troglodytes et une vue sur l'Alhambra magnifique. Alors, grâce au petit train, j'ai pu accéder jusqu'en haut et pouvoir quand même bénéficier de cette vue magnifique. Depuis l'une des fenêtres du palais Nasrid, on peut apercevoir le quartier de l'Albassin, le quartier des Gitans. Tu veux pas que je le fasse? Non. Si, bientôt. Ouais. C'est juste pour dire, j'y suis. C'est chaud. Et à l'époque, c'est pas la film. Ah pardon, dis bonjour. Oh, bonjour. Je vais descendre. Il faut profiter des instants où il y a peu de monde dans la fontaine pour faire de jolis clichés, un peu compliqué. Du coup, l'acte se jette à l'assaut. Palais périlleux, mais magnifique à voir quand même. Il se visite à des heures régulières et respectives. Petite cour après que Charles Quint ait repris le palais et la Alhambra. On découvre des petites surprises comme ces petites passerelles dans le barreau. Voilà, je ne connais pas l'histoire. On ne se rend pas vraiment compte, mais l'Alhambra n'est pas du tout adaptée pour les personnes en situation de handicap. Il existe bien un parcours, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc, une fois que j'y étais, il fallait bien que j'en sorte.
quoi? Ah ben. Cela fut une très belle expérience. Un petit mot de la fin. Ah, c'est que pour le film, hein, sinon après. C'est chaud. C'est sous une journée ensoleillée et radieuse que nous avons repris la route en direction du nord et on remonte vers la France, direction Benicarló, sur la côte méditerranéenne. Et c'est là où on a traversé la Sierra Nevada avec ses maisons troglodytes encore en activité pour certaines. Bon, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez regardé les films jusqu'au bout, et je vous en remercie. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire vos impressions. Que c'était mes premières vacances depuis ma libération, en fait, depuis ma liberté, au bout d'1 an et demi d'hospitalisation. Donc mes premières vacances, ma première expédition en milieu hostile. C'était pour moi vraiment quelque chose que j'attendais énormément. Donc voici venu le moment de faire le bilan de ces 12 jours en dehors de ma zone de confort. Alors c'était génial, tout simplement génial. Malgré toutes les contraintes que je peux avoir aujourd'hui, mon périmètre de marche qui est très très court et la fatigue qui arrive très rapidement. Mais j'ai pu retrouver le plaisir de voyager, de découvrir, de faire des road trips. Voilà, je commence à... Je sais que c'est possible. Voilà, ça, pour moi, il y a un message à laisser passer, c'est ça. En fait, c'est possible. Il y a autre chose après, ça c'est sûr. Mais il faut beaucoup de travail et beaucoup comment dire, d'envie, voilà, de motivation. Et sinon, on abandonne très rapidement. Voilà, pour mon cas, je n'ai pas du tout abandonné, au contraire. Ma philosophie de vie, c'est quand on commence quelque chose, on va jusqu'au bout.
que ce soit bien ou mal, on va toujours jusqu'au bout. Pour moi, c'est primordial. Donc dans ce voyage, je n'ai pas pu faire toutes les grandes visites telles que je pouvais les parcourir avant, faire 15, 18, 20 km de marche dans la journée pour parcourir les grandes villes, ça c'est pas possible. J'ai fait des distances, oui effectivement, mais beaucoup moins. Mais bon, c'était largement gratifiant. Et puis surtout, après les difficultés, les douleurs de la fin de la journée se faisait tellement ressentir que le lendemain, pas trop envie d'aller plus, quoi, de pousser un peu trop la machine pour la casser. Non, il faut la maîtriser quand même. Donc, j'avais prévu mon fauteuil roulant avec mes roues Emotion à assistance électrique. Je m'en suis servi le premier jour à San Sebastian lorsque l'on a visité la grande promenade, la grande corniche au bord de mer, donc qui est assez longue, 3 km à l'aller, 3 km au retour, je crois, quelque chose comme ça, ou 3 km aller-retour, je me souviens plus. Enfin, c'était dans cette zone-là. Heureusement que j'avais le fauteuil, mais par contre, le soir, des douleurs horribles dans l'épaule droite, qui est très fatiguée, très limitée. Le fait d'entraîner en même temps la position assise, des grosses douleurs dans les lombaires. J'ai passé une très mauvaise nuit. Le lendemain, j'étais courbaturé. Pas des courbatures, mais des douleurs articulaires sur tout le corps supérieur. Alors oui, j'ai reposé les jambes, mais pas le corps supérieur. Du coup, j'ai pris la décision d'abandonner le fauteuil et de ne me servir que des béquilles et de ne faire en fait que ce que j'étais capable de faire dans la marche et de retrouver en même temps ces sensations d'être debout, la vision droite et j'ai fait donc du coup les 11 autres jours du voyage comme ça. Et j'avais le fauteuil en sécurité au cas où je me blessais, mais je m'en suis pas resservi après. Voilà, donc le résultat et les conséquences de ces 12 jours à marcher avec la prothèse et les béquilles, le résultat, c'est 1 mois et demi de séances non-stop pour tout remettre en place chez le kiné. Des séances donc pour enlever toutes les douleurs qui s'étaient déclenchées. Je m'étais désaxé le bassin, je me suis désaxé la cheville, remettre en place un peu tout, les tendons, les muscles aussi, qui se réveillent et qui font mal, qui créent des douleurs et il faut les restimuler pour qu'ils reprennent leur place et leur volume d'antan. Mais malgré tous ces inconvénients, ça reste quand même un souvenir génial et voilà, j'ai réussi mon challenge et j'en suis vraiment content. Je vous fais juste un bref bilan de ces voyages. Je vous ferai une autre vidéo en fait, faisant le bilan de tout, le choix de la voiture, pourquoi je suis parti sur ce véhicule-là, une Mercedes CLA Shooting Brake, pourquoi celui-ci non pas un autre, ses avantages, ses inconvénients. Ensuite, le choix des hôtels, comment j'ai pu les trouver, les réserver, les contraintes, les avantages, les surprises aussi, les mauvaises surprises. Désagréables, oui, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse trouver des appartements ou des chambres très bien. Des malentendus, ou je sais pas, dans tous les cas, des choses qui n'allaient pas du tout via le réseau de réservation. Mais bon, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et je ferai le bilan vraiment complet de cette première expérience en milieu extérieur et tout ce qu'il faut prévoir lorsque on n'est plus valide, qu'en fait
le petit détail en fait qui paraît anodin quand on est valide et qui ne l'est pas du tout, qui devient un obstacle des fois infranchissable lorsqu'on est dans une situation de handicap telle que la mienne. Alors attention, je ne parlerai que de mon ressenti, que de ce que moi, tel que je l'ai vécu. Chaque personne handicapée a ses propres faiblesses, ses propres forces, et ce que moi va être un obstacle, pour d'autres va être une facilité, et inversement, ce qui pour moi peut être une facilité, peut être un obstacle pour d'autres. Voilà, mais tout ceci sera de mon ressenti, mais je vous en ferai une vidéo complète sur ce bilan-là. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, à mettre un commentaire aussi, ça ne peut que m'encourager. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, au revoir et prenez soin de vous.